Je vous retrouve donc pour cette dernière édition de cette semaine de notre émission directe. Il est un peu plus de 19 h heure du Caire, soit 17h03 plus précisément, temps universel, ou 17h03 temps universel. Et on commence tout de suite avec nos sujets d'actualité. Vous savez que nous avons donc deux parties, l'actualité et le débat. Même le débat aura deux parties. Pour la première partie, on va évidemment parler de cette conférence nationale des jeunes. On va voir quel apport la jeunesse égyptienne peut apporter, si je puis dire, dans cette période de construction. Et puis la deuxième partie, un business florissant en Égypte en ce moment, le recyclage. Des millions de tonnes sont à recycler, une aubaine pour beaucoup. Alors on a déjà les chiffonniers qui sont réputés pour le recyclage, je dirais, humain. Mais des entreprises s'intéressent de plus en plus à ce business et on va voir ça ensemble. Et je commence avec tout de suite la Gambie plutôt, de la cascade de retrait de pays africains de la Cour pénale internationale, tant redoutée par les États membres, semblait se concrétiser mercredi avec l'annonce du départ de la Gambie après le Burundi et l'Afrique du Sud. Un récit signé Rim Samir. La Gambie a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale par la voix de son ministre de l'Information, Cherif Bojang, dans une déclaration télévisée dans la nuit de mardi à mercredi, accusant la CPI de persécution envers les Africains, en partie dirigeant en écho aux critiques régulièrement entendues sur le continent. Malgré son discours souvent vindicatif envers les pays occidentaux et les organisations de défense des droits de l'homme, un retrait de la Gambie apparaissait jusqu'alors improbable. Le procureur de nationalité gambienne ayant été ministre de la Justice du président Yahya Jammeh. Il s'agit en outre du premier pays d'Afrique de l'Ouest à exprimer cette intention, les détracteurs de cette juridiction se situant surtout dans l'Est et le Sud du continent, comme le Kenya, l'Ouganda ou la Namibie. Au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre odieux contre les États indépendants et souverains et leurs citoyens depuis la création de la CPI, sans qu'aucun criminel de guerre occidentale soit poursuivi, a affirmé M. Bojang, citant le cas de l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, que la Cour n'a pas poursuivi pour l'invasion de l'Irak en 2003. La décision de retrait a été prise après que la Gambie a tenté en vain de convaincre la CPI de poursuivre les pays de l'Union européenne pour la mort de nombreux migrants africains en Méditerranée, a indiqué le ministre. La semaine dernière, le Burundi a promulgué une loi prévoyant son retrait de la CPI et l'Afrique du Sud a annoncé son départ à la suite de la polémique causée par son refus en 2015 d'arrêter le président soudanais Omar al-Bashir, visé par un mandat d'arrêt international pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Réagissant à ces décisions, le président de l'Assemblée des CPI dit que ce troublant signal n'ouvre la voie à une cascade de retrait d'États africains dont 34 sur 54 ont ratifié ce statut. Et pour vous parler donc de cette conférence nationale pour les jeunes qui s'est tenue sous 3 jours dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en mer Rouge, doit clôturer donc ses travaux aujourd'hui et c'est pour cela qu'on en parle. On fait une espèce de bilan et on voit ensemble dans cette première partie de direct quel apport que peut apporter la jeunesse égyptienne dans cette période de construction. Ce matin, le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à une série de séances dont l'une portait le titre de l'exemple idéal de l'État. Lors de la séance, un groupe de jeunes participants à la conférence a donné un exemple d'un gouvernement exemplaire qui comprend 7 ministres faisant partie de jeunes membres du programme présidentiel du président Abdel Fattah el-Sisi, bien entendu. Selon lui, cette expérience revêt d'une importance extrême car reflète la possibilité d'une application concrète à la succession pacifique des autorités par le biais de la loi
en Égypte. Il a ajouté que les éléments les mieux distingués parmi les jeunes allaient assumer les postes les plus importants qui devaient leur permettre d'aider au développement du pays. D'où s'avère l'importance d'accorder un grand intérêt à l'éducation qui a besoin d'être renouvelée. On touche là un point important de manière à servir la mise en application des objectifs de l'État. Une autre séance sur les violences lors des matchs a été tenue en présence du président de la République. Je vous rappelle que cette première conférence nationale pour les jeunes a été tenue pour répondre à la promesse accordée par le chef de l'État qui a lancé cette initiative à l'occasion de la célébration de la journée des jeunes égyptiens en janvier dernier. Le Premier ministre, Chérif Ismaël, son ministre de la coopération internationale, Sahar Nasr, ainsi qu'un nombre de hauts responsables ont assisté à cette conférence. On passe toujours à nos commentaires. Des dizaines de migrants, dont des mineurs, erraient jeudi matin dans les décombres de la jungle de Calais. Vaste campement de migrants dans le nord de la France où ont débuté de gros travaux de déblaiement. Un récit tout de suite. Selon les autorités françaises qui ont annoncé mercredi la fin de la jungle après l'évacuation de près de 5600 personnes, il n'y a plus personne dans le camp investi par les forces de l'ordre. Mais selon des témoins, des dizaines de migrants ont passé la nuit sur place, certains serrés les uns contre les autres pour lutter contre le froid. Jeudi matin, les forces de l'ordre ont repoussé sans violence des dizaines de jeunes, dont des mineurs qui s'étaient massés devant le centre de transit désormais fermé. Dans le même temps, les gros travaux de déblaiement ont débuté peu après le lever du soleil. Une collecteuse accompagnée de 2 engins d'évacuation arrachaient les abris situés dans la partie ouest du camp. Des forces de l'ordre empêchaient les curieux d'y accéder. Symbole de la difficulté de l'Europe à faire face à la crise migratoire, le plus grand bidonville de France abritait encore la semaine dernière 6400 personnes selon les autorités, principalement venues du Soudan, d'Érythrée et d'Afghanistan, 8100 selon les associations. Quelques 5600 d'entre eux ont été répartis dans des centres d'accueil en France. En partant, certains migrants ont incendie leurs abris de fortune et le feu s'est propagé mercredi dans tout le camp, notamment dans l'allée centrale du camp récemment bordée de commerces informels réduits en cendres et poussière. Certains de ceux qui restaient souhaitaient prendre un bus pour un centre d'accueil officiel, mais semblaient ignorer que le centre de transit avait officiellement fermé ses portes la veille, les autorités souhaitant éviter un appel d'air. Et pour terminer cette première partie de commentaires, l'opposition vénézuélienne a mobilisé des centaines de milliers de personnes contre le président socialiste Nicolás Maduro hier, et la tension pourrait encore monter après un appel de la grève générale vendredi, face auquel le pouvoir a répondu en menaçant d'occuper les entreprises rebelles. Un commentaire tout de suite. Dans ce pays pétrolier en plein naufrage économique sous l'effet de la chute des cours du brut, la tension monte un peu plus chaque jour alors que l'opposition et le gouvernement s'accusent mutuellement de coup d'État. Au cours des rassemblements de mercredi, plus de 20 personnes ont été blessées, dont 4 par balle, a ainsi déclaré Alfredo Romero, le directeur de Foro Penal, une ONG de défense des droits de l'homme, qui a comptabilisé 80 arrestations à travers le pays. Selon le pouvoir en place qui a fait état d'un policier tué par balle et de 2 policiers blessés, ce sont en effet les manifestants qui auraient dérapé. Loin de s'arrêter à ces manifestations de masse, mercredi, l'opposition veut aller encore plus loin et elle a appelé à une grève générale de 12 heures vendredi. Tout le monde reste chez soi, a Jesus Torrebiala, secrétaire général de la coalition de la table pour l'unité démocratique devant une foule immense à Caracas.
Via son numéro 2, Diosdado Cabello, député et président du Parti socialiste vénézuélien, le pouvoir en place a aussitôt répondu en affirmant que les entreprises qui répondraient à cet appel seront occupées par les travailleurs et les forces armées. Nous ne laisserons pas s'installer le chahut et nous verrons, monsieur les patrons, si vous allez mettre en grève ou si vous allez décider de travailler avec le gouvernement pour la patrie, a dit M. Cabello. Acculant un peu plus le chef de l'État, les anti-chavistes du nom du défunt président Hugo Chavez ont également convoqué une marche pacifique le 3 novembre vers le palais présidentiel. L'objectif de cette nouvelle manifestation sera de signifier à M. Maduro le résultat du vote du Parlement prévu juste avant sur la procédure lancée à son encontre pour manquement au pouvoir de sa charge.